Les pyramides étaient-elles vraiment les tombes des pharaons? C'est une question qui, au fil des années, a passionné et divisé les chercheurs et les spécialistes. L'archéologie officielle ne doute pas. Ces incroyables constructions servaient à abriter les dépouilles des souverains de l'Égypte antique. Mais sommes-nous vraiment sûrs que c'est le cas? Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage extraordinaire et nous serons guidés par un brillant chercheur indépendant, Max Caranzano. Max Caranzano, ingénieur en électronique, expert en technologie de l'information et en IA. Max Caranzano a passé des années à étudier notre passé et à explorer les grandes questions sur les civilisations anciennes. Auteur de 2 livres fascinants, Prima di Noa et Glidei del Diluvio, son approche analytique et scientifique ne se contente pas de remettre en question les théories officielles, mais offre également de nouvelles perspectives extraordinaires sur ce que nous pourrions avoir oublié de notre passé. Avant de débuter ce voyage à travers le temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous permet de poursuivre nos enquêtes et de partager ce qui dépasse les frontières de la connaissance. Nous débutons notre voyage dans le passé par cette première question. La grande pyramide de Gizeh est-elle vraiment un tombeau? Si tu construis un tombeau, il doit avoir les caractéristiques d'un tombeau, peu importe quand tu l'as fait et comment tu le fais. Tout le monde sait ce qu'est un tombeau, les gens vont bien au cimetière, non? Quand il y a un tombeau, quelle est la première chose qu'il y a sur le tombeau? C'est le nom, non? Sinon, tu fais quoi comme tombe? Tu mets le nom, et plus la chapelle de famille est grande, plus le nom est mis en évidence. Il y a les photos, une inscription sur ce qu'il a fait dans la vie, il y a le souvenir, etc. Et quelqu'un avec un ego aussi grand que celui de Khéops, qui s'est fait construire sa tombe dans la montagne et qu'on peut voir depuis la lune, a oublié d'y mettre son nom. Mais c'est pour que les pilleurs de tombes ne le découvrent pas, comme si on ne voyait pas la grande pyramide. J'entends des choses qui me font frissonner, tu comprends? Poursuivons notre raisonnement et utilisons uniquement la logique comme outil. Ensuite, nous examinerons ce que l'on peut sans aucun doute qualifier de véritables preuves irréfutables, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'analyse de l'apparence de la grande pyramide. Imaginons juste un instant d'accepter l'hypothèse que la grande pyramide était effectivement un lieu de sépulture. Une fois le seuil franchi et l'intérieur observé, une série d'éléments apparaissent qui semblent, sans aucun doute, plutôt inhabituels. La première partie, tu l'as fait à 4 pattes, en montée, dans un tunnel ascendant, petit, étroit, mal poli, tout ça. Puis à un certain moment, tu arrives et tu dois t'agripper avec les ongles et passer sur une corniche pour réussir à monter dans la grande galerie qui, d'un coup, fait 5 mètres de haut, faite avec... Tu arrives enfin en haut de cette grande galerie. Si tu ne trébuches pas, si tu ne poses pas un pied. L'une des niches, si tu ne te casses pas un os en tombant, parce que tout est fait sauf pour qu'on puisse y marcher dedans, alors imagine pour y transporter un mort sur les épaules, encore moins un sarcophage qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. Tu arrives en haut et tu trouves une belle marche, haute d'1 demi-mètre, sur laquelle tu dois t'agripper avec les ongles sur le granit rose, qui n'offre même pas beaucoup de prise, pour monter puis te glisser et baisser à nouveau la tête dans une antichambre. Avec des soi-disant portes coulissantes censées empêcher les voleurs d'entrer, dommage que quand tu la fais descendre, tu passes au-dessus, et quand tu la fais monter, tu passes en dessous. Donc elle ne barrait absolument rien. Puis tu te penches encore et enfin tu entres dans cette chambre où il n'y a rien, il n'y a pas une inscription, il n'y a pas un glyphe, il n'y a rien ici. Ici repose Khéops, le plus grand empereur de tous les temps, le plus grand pharaon, le plus grand dieu, tout ce que tu veux, rien de rien, absolument rien. Évidemment, même pas la momie, évidemment. Alors excuse-moi, mais vous l'avez vu? Comment est faite une tombe égyptienne ? De la même période, c'est-à-dire pas une tombe de 2000 ans plus tard, une tombe égyptienne de 2500 avant Jésus-Christ. Donc si ce n'est pas la 4e dynastie, ce sera la 5e, la 6e. Mais je veux dire, c'est le cousin de Khéops. C'est-à-dire qu'elle est pleine de décorations. Elle est remplie de toute l'histoire de la vie de celui qui y est enterré. Colorée, elle est remplie des objets du pharaon, au point qu'on y enterrait aussi les serviteurs, les chevaux et tout le reste, ça, c'est une tombe. L'autre, manifestement, n'est pas une tombe.
Un autre élément insolite à l'intérieur de la Grande Pyramide est la présence de blocs et de structures en granit dont l'origine et la signification restent énigmatiques. Ces blocs se trouvent à des endroits spécifiques, comme certaines sections du toit de la Grande Galerie, ou bien pour sceller ce que l'on considère comme l'entrée originale de la pyramide. Cette dernière est en effet obstruée par 3 énormes blocs de granit qui, selon les archéologues, avaient pour fonction d'empêcher l'accès à la structure. Le granit, contrairement au calcaire qui constitue la majeure partie de la pyramide, est une roche extrêmement dure et difficile à travailler. Lorsque le calife Al-Mamoun, au IXe siècle après Jésus-Christ, découvrit l'entrée de la pyramide apparemment par hasard, il fut contraint de creuser un passage alternatif autour de ces massifs blocs de granit, car le calcaire, plus tendre, était beaucoup plus facile à enlever. Cependant, la structure en granit la plus énigmatique est celle située au-dessus de la chambre du roi, les soi-disant chambres de décharge. Vengono definite dagli egittologi. Ces chambres, invisibles pour quiconque se trouve dans la chambre du roi, soulèvent des questions intrigantes. Quel rôle jouaient-elles à l'intérieur de la pyramide? Pourquoi consacrer tant de ressources et surmonter de grandes difficultés techniques pour réaliser une structure si complexe et dissimulée? Ces chambres que, selon un archéologue académique, seraient des chambres de décharge, moi je te dis que ce ne sont pas des chambres de décharge. Je suis ingénieur en électronique, mais il ne faut pas être un expert pour comprendre que ce ne sont pas des chambres de décharge. Tout d'abord parce qu'elles ne touchent pas la structure extérieure, donc elles ne déchargent absolument rien. Et surtout, la chambre de la reine, située plus bas et donc avec plus de poids au-dessus, n'a pas ces chambres de décharge, n'est-ce pas? Et donc c'est comme si tu disais, mais je fais les piliers avec l'armature en fer du 4e au 5e au 6e étage de la maison. Mais au 1er, au 2e et au 3e, je ne le fais pas, c'est-à-dire, je veux dire, quelqu'un te regarde et te dit « Mais tu es fou, moi je ne veux pas habiter dans cette maison, elle va s'effondrer sur moi après 2 minutes. » À ce point, il est inévitable de se demander pourquoi, à l'intérieur de la Grande Pyramide, seules certaines structures spécifiques ont été réalisées en granit. Si leur utilisation n'était pas strictement liée à la stabilité structurelle, quel pouvait être leur véritable but? Si seules certaines structures sont faites de granit, de manière apparemment aléatoire, mais aléatoire seulement si tu ne veux pas y prêter attention, parce qu'en réalité, là-bas, il n'y a rien de vraiment aléatoire, absolument rien. Parce que tout obéit clairement à une spécification technologique. C'est-à-dire, celui qui a construit la Grande Pyramide avait devant lui un manuel d'instructions à suivre à la lettre. Il n'était pas écrit « Fais une grande pyramide avec beaucoup de blocs pour qu'on la voie bien et qu'on comprenne l'importance du pharaon ». Non, il était écrit « Là, tu dois mettre un bloc comme ceci et celui-là doit être en calcaire. Celui 10 mètres plus haut doit être en granit. » Pourquoi? Parce que sinon ça ne fonctionne pas. C'était un produit technologique et on le comprend parce qu'il a été construit selon des règles précises. Et j'aurais même envie de dire impossible, impossible pour nous, parce que nous ne sommes pas capables de la refaire. Des spécifications technologiques. Le problème, c'est de comprendre quel type de technologie c'était, et surtout quelle était la fonction de ce système. Non, c'est un peu comme si quelqu'un trouvait une montre à balancier dans 10 000 ans et comprenait que c'était un objet technologique. Parce qu'il y avait des roues dentées, une petite, une grande, etc. Mais de là à comprendre que c'était une montre, ce n'est pas si évident que ça. Avant de te demander ce que c'était, il y a toute une série de questions qui devraient être évidentes, du genre « Pourquoi est-ce si grand ?» Non, il ne suffisait pas de la faire de 50 mètres de haut, alors pourquoi l'ont-ils faite de 140 mètres? Et ils ont utilisé 6 millions de blocs. Et je veux dire, ils ont construit un truc qui pèse plusieurs millions de tonnes. Donc soit ils étaient idiots. Et puisqu'ils l'ont fait, il est évident qu'ils n'étaient vraiment pas idiots, ou bien le fait de la faire aussi grande faisait partie des spécifications de ce produit technologique. C'est-à-dire qu'elle devait être aussi grande. En effet, la géométrie de la pyramide présente des particularités qui laissent indubitablement perplexe. Par exemple, la longueur totale de la base par rapport à la hauteur de la pyramide est étroitement liée au rapport entre la circonférence de la Terre et son rayon. La base carrée de la pyramide a une longueur totale qui est une représentation à l'échelle de la circonférence terrestre à l'équateur, et la hauteur représenterait une relation entre le rayon terrestre et sa circonférence.
Sur cette chaîne, je vais en profondeur sur des sujets difficiles à expliquer, et plus on creuse, plus il devient difficile de savoir ce qui est vraiment réel. C'est pareil avec notre argent. La bourse est complexe et difficile à vraiment comprendre, alors je me suis aussi plongé là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert Mintos, une plateforme qui vous permet d'investir dans des prêts et de gagner des rendements de façon plus régulière. Plutôt que de prédire un marché instable, voici quelque chose que vous pouvez vraiment comprendre, contrairement aux mystères que j'aborde sur cette chaîne. Et comme vous venez par ma chaîne, vous pouvez obtenir jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Stable, prévisible, ça se déroule jour après jour. Vous pouvez l'analyser, le filtrer, voir ce qui s'y trouve réellement. Vous n'avez pas à deviner ce qui est réel sur Mintos, c'est réel. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs? Nous l'ignorons encore, mais cela, nous le savons. Jusqu'à 500 € de bonus lorsque vous investissez. Un 500 € ou plus, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Arrêtez de deviner ce qui est réel. Commencez à utiliser Mintos. La grande pyramide de Gizeh reflèterait les proportions de la Terre à une échelle de 1 à 43 200, et cela pourrait d'ailleurs ne pas être un nombre aléatoire, car 43 200 est un nombre significatif dans les anciennes traditions numériques. Tu veux me dire que c'est une coïncidence ? Tu veux me dire que si la tombe avait été construite avec des proportions de 1 à 44 000, ça n'aurait pas été bon quand même? Ce n'était pas quand même la tombe du grand Khéops? Précisément 1 à 43 200, qui est d'ailleurs un nombre précessionnel parce qu'elle est alignée avec une précision incroyable sur les pôles célestes actuels. Tu veux me dire que c'est une coïncidence? Pourquoi les chambres à l'intérieur sont-elles faites? Au-dessus du sarcophage, il y a ce que tu as appelé le Zend, il y a ces chambres de décharge. Pourquoi ces chambres de décharge sont-elles polies en dessous et non polies au-dessus? En essayant de répondre et de réunir plus d'éléments, tu comprendras. C'est comme celui qui ouvre cette montre et commence à voir qu'il y a 2 aiguilles. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces 2 aiguilles? Et il commence à faire des hypothèses. Qu'est-ce que j'en sais? Elles pointaient envers les étoiles. Puis après un moment, il voit des chiffres et il se dit que c'était peut-être un indicateur de temps, et petit à petit, il revient en arrière et il se dit non, c'était une montre. Ici aussi, on comprend quelque chose. La première chose qu'on comprend, c'est la physique à la base de ce produit technologique. C'était une physique qui avait d'une certaine manière à voir avec les résonances, qui avait d'une certaine manière à voir avec les vibrations. Et cela explique déjà beaucoup de choses. Par exemple, les matériaux utilisés. Le granit rose utilisé à certains endroits possède des propriétés résonantes, à tel point qu'encore aujourd'hui, nous l'utilisons dans des dispositifs de haute technologie. C'est-à-dire quand tu as une montre à quartz au poignet, fondamentalement. Il y a un morceau de quartz à l'intérieur de la montre qui, en résonnant, donne le tic que donnait autrefois le ressort. Celui-là était fait à une échelle un peu plus grande, donc tu vois déjà qu'on commence à comprendre plusieurs choses. Les proportions avec la planète, par exemple, et les dimensions. Eh bien, en somme, d'où venaient ces vibrations? Ces vibrations qui activaient le dispositif, ces vibrations qui mettaient en marche ce produit technologique qui les donnait à un objet de 6 millions de tonnes. Je pense que c'était la planète qui les lui donnait. C'est pour cela qu'il a les proportions de la planète. Si tu as 2 diapasons et que l'un est accordé sur le La et l'autre sur le Do, quand tu frappes celui accordé sur le La, celui sur le Do ne bouge pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes proportions. Ils ne sont pas accordés sur la même note. Si tu as 2 diapasons, un plus gros et un plus petit, mais tous les 2 accordés sur le La, quand l'un vibre, l'autre vibre aussi à distance. Et ça me fait penser à cette chose-là. Il tirait sa vibration du mouvement de la planète, c'est pour ça qu'il a les proportions de la planète. Et c'est probablement pour cela qu'elle est alignée avec les pôles célestes de la planète. Pas avec les pôles magnétiques, mais avec les pôles célestes, donc avec l'axe de rotation. Parce que si elle n'est pas alignée, ça ne fonctionne pas.
Une confirmation possible de cette hypothèse provient d'une étude scientifique intéressante menée par le département de nanophotonique et de métamatériaux de l'Université de Saint-Pétersbourg en collaboration avec le Laserzentrum de Hanovre. Elle a été publiée dans la prestigieuse revue Journal of Applied Physics. En effet, la recherche a démontré comment la pyramide interagit avec les ondes électromagnétiques et, dans des conditions de résonance, elle est capable de concentrer l'énergie électromagnétique aussi bien dans ses chambres internes qu'à la pointe de la pyramide. La recherche... Donc cette forme est un peu comme le prisme, c'était l'idée qui m'était venue au départ. Le prisme est ce qui décompose la lumière en plusieurs couleurs, il la décompose parce qu'il a cette forme. Si tu utilises un parallélépipède en verre, il ne la décompose pas, il faut que ce soit un prisme. Et de même, c'est la pyramide qui apparemment est capable de concentrer en certains points, comme par hasard dans la chambre du roi et comme par hasard à la pointe. Elle concentre les radiations électromagnétiques. Tu vois, tu commences à renforcer cette idée que c'est un produit technologique, et tu as aussi commencé à comprendre quelque chose de plus. C'est un produit technologique qui a à voir avec des ondes, qu'elles soient sismiques, vibratoires, électromagnétiques, peu importe, ce sont quand même des variations. Disons d'une grandeur physique, un champ électromagnétique plutôt qu'une vibration sismique du sol, des harmoniques avec certaines caractéristiques et à certaines fréquences. Et alors, à partir de là, tu commences à émettre quelques hypothèses. Tu commences à te demander, et si c'était le cas ? Qui exploite l'effet piézoélectrique, par exemple, c'est-à-dire l'effet selon lequel, si tu fais vibrer un morceau de granit contenant du quartz, cela génère de l'électricité. Et si c'était quelque chose de ce genre, et si, en la concentrant dans la pointe, elle émettait cette forme d'énergie qui pouvait ensuite être utilisée? Peut-être dans toute la plaine de Gizeh, pourquoi devrions-nous regarder la plaine de Gizeh comme un ensemble de blocs, de monuments individuels, et non comme on regarderait aujourd'hui une centrale électrique en ville? Les groupes de transformateurs, les lignes qui transportent, le frigo à la maison, le micro-ondes à la maison qui utilisent cette énergie. Pourquoi devons-nous être aussi limités ? Si donc nous supposons que la Grande Pyramide, mais aussi le complexe de Gizeh lui-même, est en réalité l'expression d'une technologie avancée, il est naturel de se demander pourquoi nous n'avons pas trouvé de preuves évidentes démontrant l'utilisation de cette technologie avancée. Sommes-nous vraiment certains de cette affirmation ? Même dans ce cas, ce n'est pas le cas. Les preuves existent et sont bien présentes, mais pour bien en comprendre la portée et comprendre comment ces découvertes, dont nous parlerons dans un instant, représentent la preuve indiscutable d'une technologie qui nous est inconnue. Nous devons expliquer ce qu'est l'échelle de Mohs, c'est-à-dire l'échelle avec laquelle on détermine la dureté d'un matériau. On attribue au matériau un chiffre sur une échelle de 1 à 10 Mohs, qui est un coefficient de dureté, où 10 correspond au diamant qui est la chose la plus dure qui existe. Et 1 correspond au talc, par exemple, qui est très tendre. Maintenant, tout d'abord, je vous demande de considérer le fait que ce n'est pas une échelle linéaire. Donc la différence de dureté entre 2 et 3 n'est pas la même que la différence de dureté entre 9 et 10. Donc entre 9 et 10, il y a un fossé énorme, c'est-à-dire que 10 est 2 fois plus dur que 9, alors que 2 et 3 ont à peu près la même dureté. Pour que vous compreniez, le marbre, celui de Carrare, que nous pensons être quelque chose de très dur, se situe autour de 3, d'accord ? L'acier se situe autour de 5. Le cuivre se situe autour de 3, 4, 3 et demi. Alors, cette échelle nous dit que tout ce qui a une certaine valeur sur l'échelle de Mohs ne peut être rayé que par des matériaux ayant un chiffre supérieur. Donc, pour travailler, je ne sais pas moi, le marbre, tu dois utiliser quelque chose qui a un niveau supérieur. Par exemple, avec le cuivre, tu peux le travailler, mais c'est déjà difficile car c'est très proche. Avec l'acier et le fer, tu peux déjà bien le travailler parce que tu as 3 sur l'échelle de Mohs pour le marbre contre 5,5 sur l'échelle de Mohs pour l'acier. C'est de la science, d'accord ? C'est la science de la géologie. Donc si tu es égyptologue, tu ne peux pas dire que le granit, qui normalement a une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, était travaillé par les Égyptiens avec du cuivre. Parce que ce n'est pas possible de le faire. C'est-à-dire, la science de la géologie exclut cette possibilité.
Bien sûr, si tu utilises 100 000 ciseaux, tu vas les rafler, dans le sens où tu vas user le granit, non? Miette après miette. Mais tu n'arrives pas à faire des coupes précises, des trous parfaits. Aujourd'hui, pour essayer de couper cette roche, disons, pas comme du beurre, il nous faudrait utiliser quelque chose comme la topaze, le corindon ou le diamant. C'est d'ailleurs pour cela que, pour couper une dalle de granit, nous utilisons des meules diamantées. Donc ça, c'est la science, c'est notre technologie. Maintenant, si on va voir ce qu'ils nous ont laissé, eh bien, ce qu'ils nous ont laissé, je suis désolé, mais ça n'a absolument rien à voir avec ces choses-là. Ici, nous sommes à Karnak, par exemple, c'est-à-dire que eux faisaient des choses de ce genre. C'est-à-dire, ceci est un trou, en plus un trou entièrement façonné, fait dans le granit rose. Expliquez-moi comment ils ont fait pour réaliser ces choses. Ensuite, je vais vous montrer quelques détails. Celui-ci fait à peu près 35 cm de diamètre, mais je vais vous montrer un détail. Très particulier, là où la lame se terminait, vous voyez où se trouve le doigt de cette personne, il montre l'endroit où la lame ou le faisceau énergétique s'arrêtait. Nous ne savons pas ce qu'ils ont utilisé, voyez-vous la taille? C'est-à-dire, nous n'avons pas de meule diamantée qui soit moins épaisse qu'une épingle et qui puisse couper le granit, vous comprenez? Nous n'avons pas cette technologie. Et eux, ils l'avaient, vous avez ici devant vous la preuve c'est-à-dire ils l'avaient. Débrouillez-vous donc et expliquez-nous comment ils ont fait. Ceci est le fameux artefact numéro 7 analysé par Sir Flinders Petrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces artefacts sont coniques. Alors expliquez-moi comment un carottier qui se visse là-dedans peut varier son diamètre en descendant. C'est-à-dire comment a-t-on pu faire une chose pareille? Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de faire une chose pareille. Nous n'avons pas la technologie. Ou pire encore, dans ce cas, le carottier, à l'intérieur du trou, s'est courbé. Ici, on voit clairement qu'il a fait une courbe. Vous comprenez? Donc notre technologie mécanique, même à ultrasons avec des carottiers diamantés, etc., n'est pas capable de faire ces choses-là. Eux, ils ont réussi à les faire, nous les avons sous les yeux. Elles sont absolument indiscutables. Regardez ce qu'ils faisaient C'est-à-dire, voici le type de travaux qu'ils faisaient dans le granit rose. Nous ne réussirions même pas à faire ces 2 trous là-bas, parce que nous ne pourrions pas installer la carotteuse qui doit être boulonnée au bloc de granit pour réussir à faire ce carottage. Et ça, ce sont des choses faites à petite échelle. Ici, par exemple, on se déplace en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Voici comment ils effectuaient les travaux. Ce morceau de diorite n'est pas taillé avec un ciseau en cuivre. Vous voyez la marque, j'aurais envie de dire, du fil diamanté avec lequel ils l'ont coupé. Donc, ce sont des preuves. Ensuite, le fait que, évidemment, vous ne verrez jamais un des universitaires en parler dans les médias traditionnels sur ces sujets, eh bien, c'est assez évident. Parce que si on vous montre cette chose, tout le monde dira « mais ça, on ne le fait pas avec un ciseau ». Ou bien ces choses-là ne se font pas avec un fil. On ne peut pas faire une coupe courbe dans la roche avec un fil, tu comprends. Pendant que le fil va d'avant en arrière, il ne descendrait pas de cette manière. Alors comment fais-tu pour creuser de l'intérieur un vase en diorite comme ça? Avec un col étroit dans lequel tu ne peux même pas passer la main. Et surtout, comment fais-tu pour le rendre tellement fin à l'intérieur que, lorsque tu allumes une lumière dedans, il devient transparent? Nous, aujourd'hui, nous ne savons pas faire ces choses-là. Il y en a beaucoup. Je pourrais continuer des heures à vous les montrer. Je pourrais ensuite passer des heures à prouver que ce n'étaient pas les Égyptiens qui les faisaient. Regardez, ceci est un morceau du revêtement en granit rose qui se trouvait dans la pyramide de Képhren. Et ici, vous voyez très bien la découpe que eux, enfin, cette civilisation avancée, faisaient dans le granit. Une découpe parfaite, polie, tout est parfait. Et ici, vous voyez les tentatives désespérées des Égyptiens pour essayer de recycler un morceau de ce granit afin d'en faire une cale de porte ou quelque chose comme ça. Après, ils ont abandonné parce qu'après avoir creusé pendant 2 générations, ils ont décidé qu'ils n'y arriveraient pas et ils l'ont laissé là. Eh bien, la logique de l'enfant de l'école primaire est très simple. Il dit « Mais excuse-moi, s'ils ont fait ça et qu'ils l'ont coupé comme ça avec le sabre laser, pourquoi n'ont-ils pas utilisé à nouveau le sabre laser pour couper la pièce au milieu ?» Et la réponse est très simple.
parce que ce n'était pas eux qui l'ont fait. Mais ce n'est pas seulement la technologie utilisée pour effectuer les découpes ou sculpter les imposants blocs de granit qui restent inexplicables. Les traces observables à la surface du matériau suggèrent que la roche était dans un état inhabituel, presque plastique ou plus tendre que sa condition solide normale, comme si elle était temporairement malléable. De plus, des preuves remarquables émergent à propos de ce phénomène. Ici, nous sommes au grand obélisque où l'on voit clairement comment ils ont creusé ce granit à coups de cuillère. Vous voyez très bien que cette chose n'a pas été creusée avec un ciseau. Vous voyez que c'est creusé à coups de cuillère. Ce sont les mêmes marques que l'on fait dans le beurre, dans une motte de beurre, avec une cuillère chaude. On fait exactement ces traces-là. Ces choses, tu les vois sur l'île de Pâques et partout. Donc en somme, si quelqu'un va là-bas et garde les yeux ouverts, quand on lui dit « oui, ils l'ont fait avec des boules de diorite ou avec des ciseaux », tu leur dis « écoute, pas vraiment ». Ensuite, en fait, tu vas voir la pyramide de Mykérinos et encore une fois, tu vois le travail fait à moitié. Parce que tu vois comment il faisait ce revêtement extérieur. Il le faisait tant de manière brute, en posant les pierres toutes bombées et arrondies comme ça. Première question que je pose. Mais toi, quand tu extrais une pierre de granit de la carrière, tu ne l'extrais pas déjà arrondie comme ça. Elle ne sort pas déjà arrondie comme ça? Elle sort toute ébréchée ou toute carrée? Comment fais-tu pour extraire une pierre d'une carrière de granit déjà toute arrondie comme ça? Donc ils ont posé ces pierres arrondies, qui sont tout sauf ébréchées, etc., qui s'emboîtent un peu parfaitement les unes avec les autres, puis ensuite ils les ont rabotées par-dessus et les ont polies, comme vous le voyez ici sur l'image à droite, et ils les ont finies. Vous voyez très bien, ce sont justement les photos que j'ai prises moi-même. On voit très bien. D'ailleurs, ce n'est pas comme s'ils avaient enlevé 1 centimètre pour polir et rendre tout parfait. Non. Ils les ont posés de façon tellement grossière qu'ils ont ensuite dû enlever 40 ou 50 centimètres de granit. Comment l'ont-ils enlevé? Et je vais vous dire comment ils l'ont enlevé. Avec une technologie extrêmement simple, parce que sinon, ils auraient comment déjà posé les pierres beaucoup mieux si ça avait été difficile pour eux de les polir. Tu comprends? Ils auraient fait en sorte qu'elles s'ajustent beaucoup mieux, pour ne pas avoir à poncer 40 cm de granit. Et au lieu de ça, ils l'ont fait ainsi parce qu'ils avaient le chamir, ils y arrivaient avec une facilité, oui. On voit très bien. Avec une facilité incroyable, ils arrivaient ensuite à les aplanir. Vous le voyez ici. Maintenant que je m'approche et que j'y pose la main, vous vous rendez parfaitement compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous raconte sur le ciseau, la boule de diorite, etc. Nous parlons d'une technologie qui nous est inconnue. Point. C'est tout. On le voit aussi très bien maintenant. Vous voyez tout ce qu'ils ont enlevé. Vous voyez cette pierre, je vais vous la montrer ici. Cette pierre ici vous fait comprendre, celle-ci est clairement tombée de là-haut, non? Ça vous fait comprendre pourquoi toutes ces pierres ont une forme arrondie, parce qu'elles sont toutes bombées, elles sont toutes arrondies comme ça. Parce que quand cette pierre a été posée là-haut, elle était molle, cette pierre. En effet, la base, là où celle du dessus a été posée, s'est tassée et est devenue plate, et elle s'ajustait parfaitement. Voilà pourquoi ces murs s'ajustent si parfaitement qu'on ne peut même pas y glisser une épingle. Parce que c'est comme si, quand tu les construisais, c'était du ciment, de la boue. Donc tu le poses dessus, il s'adapte parfaitement. Évidemment, la partie frontale, là où il n'y avait rien pour la contraindre, est restée bombée, arrondie et s'est solidifiée ainsi. Et ensuite, avec la même technologie, probablement en la ramollissant à nouveau, comme le ferait quelqu'un qui fait des enduits, ils l'ont poli et l'ont lissé. C'est ce que dit la logique en partant des preuves sur le terrain. Donc partir des preuves sur le terrain, cela relève de la méthode scientifique. Toi, cette chose faite avec un anneau de cornaline, tu l'as fait avec un ciseau en cuivre. Ceci est morse entre le 6 et le 7. Les gars, vous ne voulez pas voir la technologie, parce qu'on l'a sous les yeux. Joseph Davidovits, chimiste français, a proposé une hypothèse révolutionnaire, selon laquelle de nombreux blocs des pyramides égyptiennes, en particulier ceux en calcaire, n'auraient pas simplement été extraits et sculptés, mais fabriqués directement sur place, en utilisant une sorte d'ancien béton ou géopolymère.
Ce matériau aurait été produit en mélangeant du calcaire broyé avec de l'argile, de la cendre et un liant chimique, puis coulé dans des moules qui donnaient une forme au bloc. Cette théorie, fascinante et innovante, pourrait offrir une explication à la construction de certains des artefacts les plus énigmatiques de l'Antiquité. En observant attentivement les détails et la complexité de ces structures, l'hypothèse des géopolymères ne semble pas suffisante pour expliquer les techniques de travail sophistiquées et le niveau de précision atteint par les civilisations du passé. Si l'on prend l'Amérique du Sud, où la question est la même, il s'agit là d'un travail effectué dans la montagne. Tu es en train de me dire que la montagne est un géopolymère. Ce n'est pas qu'ils ont détaché un morceau de montagne et l'ont façonné. Les formes sont réalisées dans la roche-mère de la montagne. Autour de Sacsayhuaman, il y a des affleurements rocheux entiers, tous découpés et tranchés comme tu découperais et façonnerais de la pâte à modeler. Et clairement, ce n'est pas un géopolymère parce que c'est une extrusion de roche-mère qui sort du sous-sol. Donc la théorie des géopolymères, que je ne conteste pas, mais elle n'explique absolument rien. Autrement dit, le géopolymère pourrait tout au plus expliquer un seul bloc de calcaire de la pyramide. De calcaire, pas de granit. Pour vraiment comprendre la maîtrise des anciens Égyptiens, nous devons aller au-delà de Gizeh et tourner notre regard vers Saqqara, un lieu qui recèle certains des secrets les plus fascinants de l'Égypte antique. Situé à environ 30 km au sud du Caire, Saqqara se trouve sur le plateau désertique de la rive ouest du Nil, près de la ville moderne de Mitraïna, au cœur de l'ancienne capitale de Memphis. À Saqqara s'élève la pyramide à degrés du pharaon Djeser, un chef-d'œuvre architectural attribué au génial Imhotep, et considéré comme la première pyramide jamais construite. Mais Saqqara ne se limite pas à cela. Il y a un autre monument qui fascine et intrigue en même temps, le Sérapéum. Ce complexe souterrain extraordinaire, selon l'archéologie traditionnelle, était dédié au culte du dieu Apis, représenté sous la forme d'un taureau sacré. Dans le Sérapéum, on a découvert d'énormes sarcophages en granit qui, dit-on, contenaient les dépouilles momifiées des taureaux sacrés. Cependant, comme pour la Grande Pyramide, cette interprétation soulève plus de questions que de réponses. Le Sérapéum raconte une histoire qui se divise en deux époques. La partie la plus ancienne, connue sous le nom de Grande Galerie, est celle qui impressionne le plus par sa précision et sa grandeur. Les colossaux sarcophages en granit, chacun pesant des dizaines de tonnes, présentent un travail si sophistiqué qu'il semble impossible de l'attribuer à la technologie de l'époque. Au contraire, la partie la plus récente, composée de galeries secondaires, est moins élaborée, à tel point qu'aujourd'hui elle se présente dans un état de ruine. C'est précisément ici que l'on a trouvé les sarcophages en bois, les objets funéraires et les momies des taureaux Apis. Le Sérapéum a été découvert en 1850 par l'archéologue français Auguste Mariette, une figure centrale de l'égyptologie. Lorsqu'il explora la partie la plus ancienne, il trouva 24 sarcophages en granit. Presque tous étaient entr'ouverts et vides, tandis que 2 étaient déplacés. L'un d'eux, encore scellé, fut ouvert à l'aide d'explosifs, ce qui l'endommagea, mais rien n'y fut trouvé à l'intérieur. Dans la partie la plus moderne, en revanche, Mariette trouva des momies et des objets funéraires. Selon la théorie officielle, la partie la plus ancienne aurait été pillée dans des temps anciens, et c'est pourquoi on n'y trouva ni taureaux momifiés ni objets funéraires. Mais cette explication laisse perplexe. Pourquoi les pilleurs auraient-ils laissé intacte la partie la plus récente? Un endroit où se trouvaient des objets de valeur et des momies. De plus, il existe des preuves suggérant qu'au moment de sa découverte, le Sérapéum était resté intact pendant des millénaires, rendant l'hypothèse du pillage encore plus incertaine. D'après cette première reconstitution des événements, on peut voir qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas clairs. Appliquons la même méthode que pour la Grande Pyramide et, avant d'entrer dans les détails, analysons la structure du Sérapéum. Voici le schéma, comme l'a fait Auguste Mariette lorsqu'il est arrivé. Alors, on entre par ici, voici la petite entrée, et puis voilà. En somme, ils ont creusé, ils ont fait ce tunnel ici, ils ont fait quelques chambres, quelques alcôves placées ici, et puis soudain, ils en ont fait une très étrange ici, faite comme ça. C'est-à-dire, ce sont des choses que je trouve peu logiques. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais une maison avec un couloir principal et tu as les 4 pièces de la maison auxquelles tu accèdes depuis le couloir principal.
Et puis pour la salle de bain, tu fais un couloir de 20 mètres de long sans raison apparente qui au bout fait un L pour entrer dans la salle de bain. Quelqu'un quand il entre dans cette maison remarque ce truc et dit « Mais pourquoi ça ? Excuse-moi, c'était qui l'architecte qui t'a fait ça ?» À moins qu'il n'y ait une raison fonctionnelle, c'est-à-dire que ce soit une spécification technique de ce qui est clairement, encore plus que la Grande Pyramide, un dispositif technologique. Et de ces choses-là, on en remarque énormément. Pourquoi faire un deuxième couloir ici, alors que tu en avais déjà fait un là ? Tu t'amusais vraiment autant à creuser sous terre dans la roche ? Pourquoi faire ce deuxième couloir ? Et pourquoi espacer ces autres box ici en creusant 10 mètres de couloir alors que tu aurais très bien pu les faire ici, comme il aurait été logique de le faire, non ? Pourquoi les faire tous ici comme ça ? Et pourquoi en incliner un comme ça ? Ceci, par exemple, en électronique ou en physique, parce que après, si la grandeur que tu considères est un champ électromagnétique, un courant, une tension, c'est de l'électronique. Si la grandeur que tu considères est une onde de vibration, par exemple une onde d'air qui se comprime et qui se dilate, eh bien le principe est le même. Bien, cet objet que vous voyez ici s'appelle une boucle, ce qu'on appelle une boucle fermée. Et c'est exactement ce que tu fais en électronique ou en acoustique pour créer une résonance. Et c'est exactement le même type de principe que j'ai vu, à mon avis personnel, dans la Grande Pyramide. Et c'est la raison pour laquelle, au fond du couloir descendant, il y a 3 énormes bouchons en granit rose, qui n'étaient pas là pour empêcher les pilleurs de tombes d'entrer, ils étaient là pour créer la résonance à l'intérieur de la machine qu'est la Grande Pyramide. J'ai trouvé la même chose ici. Ce sont les galeries creusées par les Égyptiens. La bande d'égyptologues veut nous faire croire que ce sont les mêmes qui ont ensuite réalisé ces choses-là. Un aspect qui frappe immédiatement en observant ces sarcophages, c'est l'imposante taille de leurs couvercles, dont le poids est estimé à environ 20 tonnes, soit l'équivalent d'environ 13 voitures moyennes. Mais à quoi servaient ces couvercles massifs ? Pourquoi était-il nécessaire qu'ils soient aussi incroyablement lourds ? Ces taureaux qu'ils mettaient en dedans, morts et momifiés de surcroît, donnaient tellement de coups de pied que, sans un couvercle aussi lourd, il sortait un. Pourquoi les couvercles sont-ils si lourds qu'on ne peut pas les bouger ? Donc ceux qui ont fait cette chose, qui était clairement très fort, sinon ils n'auraient pas pu le faire, l'ont fait. Comme ça. Le couvercle est lourd parce qu'il devait manifestement l'être, sinon quelque chose n'allait pas. Alors la deuxième question est, s'il doit être lourd, j'aurais tendance à dire que c'est parce qu'il devait contenir à l'intérieur de cette boîte quelque chose qui, autrement, aurait eu tendance à sortir. Je ne parle pas d'un monstre, d'un alien ou de quelque chose comme ça. Par exemple, une force, non ? Il se développait à l'intérieur une sorte de pression, une sorte de force qui, si ce couvercle n'avait pas été aussi lourd, aurait tout fait sauter et, à mon avis, aurait interrompu le fonctionnement de l'appareil. Ce n'est pas un hasard si Auguste Mariette, lorsqu'il est entré dans les différents sarcophages, y a trouvé de belles pierres empilées, presque comme s'ils y avaient ajouté du poids supplémentaire. Parce qu'en somme, c'était peut-être une mesure de sécurité supplémentaire, une garantie. L'énorme taille de ces couvercles rappelle l'étude menée par l'ingénieur aérospatial britannique Christopher Dunn. Ce dernier, après une série de mesures précises, a constaté que la chambre du roi à l'intérieur de la Grande Pyramide montrait des signes évidents de dilatation. Les fissures présentes sur les murs furent le premier indice qui le poussa à examiner plus en profondeur la pièce, ce qui l'amena à découvrir que les parois semblaient s'être déformées, comme si une force interne puissante avait agi sur la structure, provoquant les dégâts observés. Ce phénomène, apparemment inexplicable, soulève une question intrigante. Existe-t-il un lien entre ces anomalies et les gigantesques couvercles des sarcophages retrouvés dans le Sérapéum de Saqqara ? C'est la preuve irréfutable. C'est un caisson qui est si fermé, il n'est pas accessible. Je n'ai que des images. C'est un caisson magnifique parce qu'il est énorme. Regardez la personne à côté. Ce caisson a été mis là dans le coin parce qu'ils l'ont mis de côté, car il est cassé.
Vous voyez, il a cette fissure. Alors, si c'était vraiment les cercueils des taureaux Apis et que tu creuses pendant 8 générations avec la boule de diorite pour faire ce sarcophage et qu'à la fin tu as cette petite fissure, tu ne vas quand même pas jeter ce truc-là. Tu mets un peu de mastic et ça ira comme ça. C'est-à-dire, ça va comme ça. Ce n'est pas parce que tu rates un trou avec la perceuse pour mettre le dernier accessoire de la salle de bain que tu appelles le carreleur pour enlever tous les carreaux et tout recommencer depuis le début. Tu essaies de masquer ce trou d'une manière ou d'une autre, et ça ira comme ça. Non, ils l'ont jeté. Pourquoi l'ont-ils jeté? Je vais vous dire pourquoi ils l'ont jeté. Parce qu'il ne fonctionnait plus. Parce qu'il avait une fissure. Parce que si une fissure se forme à l'intérieur d'un violon, il ne suffit pas de le reboucher. Ce violon ne sonne plus. Il n'est plus accordable. Un élément particulièrement curieux ressort de l'observation de ces sarcophages extraordinaires. En les regardant attentivement, on remarque que l'extérieur des sarcophages semble fini de manière assez grossière, tandis que l'intérieur révèle un travail d'une précision surprenante, presque impossible. En observant l'intérieur de l'un de ces sarcophages, nous pouvons voir des coupes parfaitement nettes, des angles précis au millimètre près qui descendent jusqu'au fond sans la moindre irrégularité. Cette qualité de travail ne semble pas seulement irréalisable avec les outils traditionnels de l'époque, comme des pointes en cuivre et du sable abrasif, mais elle représente même un défi pour la technologie moderne. Même aujourd'hui, pour obtenir un tel niveau de précision, il faudrait des outils spécialisés conçus spécialement pour créer ces angles et surfaces impeccables. Un autre détail impressionnant est qu'une fois le couvercle posé, le sarcophage se ferme de manière hermétique, avec une telle précision que le couvercle et la base s'ajustent parfaitement, créant une fermeture étanche. Cela soulève une question. Si ces sarcophages étaient destinés à servir de tombe aux taureaux Apis, pourquoi l'intérieur est-il aussi soigné alors que l'extérieur est plus brut? Ce travail n'a de sens que si l'on admet qu'il ne s'agit pas d'une tombe, mais d'autre chose, nécessitant un intérieur parfait et un extérieur sans soin esthétique particulier. À tout cela s'ajoute un autre élément incroyable. Les travaux sur les sarcophages n'ont pas été réalisés à l'air libre, mais directement sous terre. Nous le savons grâce à la découverte, à l'intérieur du Sérapéum, de plusieurs sarcophages inachevés, preuve qu'ils étaient transportés dans les galeries encore brutes, puis finis sur place. Mais ici se pose une autre question. Comment parvenait-il à effectuer des travaux aussi précis dans des galeries dépourvues de système d'éclairage adéquat et sans aucune ventilation? Nous ne pourrions pas les travailler à l'intérieur avec notre technologie. Parce que si tu utilises une meule diamantée dans un endroit poussiéreux, fermé, sans lumière, etc., au bout d'une minute, tu es étouffé par le sable. D'accord. Ou tu t'es coupé la main car tu ne vois rien. Mais si par exemple, comme le citent les midrashim hébraïques du Talmud, et ils disent que Moïse, en utilisant le shamir, a gravé les pierres précieuses au très dur de la cuirasse sacrée, il les a gravées avec le shamir. Le shamir ne faisait pas de bruit et ne produisait pas de matériaux de rebut. Alors tu comprends que s'ils ont une technologie qui grave facilement, qui ne produit pas de matériaux de rebut, donc ce n'est pas une technologie qui utilise la force brute. Ce n'est pas une technologie abrasive, et donc probablement elle ne crée pas de poussière, elle ne crée pas de difficultés, et alors on peut aussi travailler là où cela a déjà été travaillé, donc là-dessous, dans les galeries. Tout comme pour Gizeh, dans ce cas aussi il y a des éléments concrets qui non seulement laissent en supposer l'utilisation d'une technologie qui nous est inconnue, mais nous avons une série d'indices qui nous font penser que ce peuple ancien était capable de manipuler la matière, de la rendre travaillable de façon que nous ne connaissons pas, mais que nous pouvons deviner grâce à l'observation. C'est magnifique, c'est le plus beau de tous, parce qu'ici tu vois vraiment que cette roche, quand elle a été travaillée, était dans un état métamorphique, semi-solide. Tu le vois très bien parce que l'arête s'est effondrée, tu comprends? Tu vois que la ligne de l'arête s'est effondrée comme quand tu fais fondre un morceau de plastique. D'ailleurs, quand tu es là, tu remarques que même dans ces fissures, dans celles qui ressemblent à des éclats, des enfoncements, c'est aussi poli à l'intérieur. Qui irait et surtout comment irait-on polir l'intérieur d'un enfoncement? Tu comprends? Tous ces enfoncements que tu vois ici sont toutes polis. Pourquoi?
parce que le polissage n'était pas fait de manière mécanique. C'était quelque chose, je dirais, d'énergétique qui changeait les caractéristiques physico-chimiques du matériau, dans ce cas de la pierre. Ici, on voit clairement que ce n'était pas un géopolymère. Tu le vois, les veines naturelles de la roche montrent que tu ne ferais pas un géopolymère avec ça. Mais il y en a tellement d'exemples comme ça. Regarde, je vais t'en montrer un. Celui-ci est moins connu. Nous sommes ici dans la plaine de Gizia, Dieu seul sait où. Probablement que ce morceau de roche est déjà recouvert par des mètres de sable. Heureusement, il y a les images. Tu vois cette image ? Eh bien, c'est déjà intéressant parce que faire ce trou dans ce granit clair blanc avec un objet en cuivre, c'est déjà intéressant. Mais ce n'est pas la chose la plus intéressante. Ce qui est le plus intéressant sur cette image, c'est ici. Celui qui a fait le trou s'est trompé. On voit même le double, non ? Il a d'abord fait le trou ici. L'outil lui avait échappé car il avait fait un autre morceau ici. Il a dit « Oh merde, je n'aurais pas dû le faire là, mais dans l'autre coin en bas. » Alors il a repris l'outil un instant et il a mis un peu de mastic. Des travaux extraordinaires comme en Égypte ne se trouvent pas seulement le long du Nil. En nous déplaçant de l'autre côté du monde, précisément au Pérou, dans la ville de Cusco, nous pouvons admirer le Temple du Soleil, connu sous le nom de Coricancha, l'un des sites archéologiques les plus célèbres et impressionnants de l'ancienne civilisation Inca. Ici aussi, nous rencontrons des murs mégalithiques composés principalement d'andésite ou de diorite, des matériaux notoirement durs et difficiles à travailler. Malgré cela, ces pierres ont été parfaitement polies, et leurs angles sont incroyablement précis, au point de laisser sans voix. C'est encore plus impressionnant parce qu'ici tu vois même clairement la marque de doigt qu'ils ont laissée et tu la vois vraiment bien. C'est-à-dire ici on voit clairement que cette roche était molle. Parce que quand quelqu'un a appuyé son doigt ici, le matériau qu'il a enlevé là s'est accumulé sur cette petite crête ici. Comme tu le ferais justement si tu mettais un doigt dans un gâteau à la crème ou un doigt dans une brique encore fraîche ou dans du ciment encore frais. C'est-à-dire qu'il y a plein de ces choses partout. Sauf que si tu y vas juste pour faire un tour à dos de chameau ou pour écouter les 4 bêtises que te raconte le guide. Et puis après, tu es un peu plus éveillé quand tu éteins la caméra et il te dit « Mais si je dis quelque chose de différent, on me licencie. » Eh bien, enfin, il n'y a pas besoin que ce soit moi qui te le dise. Tu vois les choses, donc toi aussi. À ce stade, il est inévitable de se demander qui était cette ancienne civilisation qui possédait une technologie aussi avancée et mystérieuse, capable d'édifier des structures aussi extraordinaires. De plus, on se demande si cette civilisation a laissé des traces qui pourraient nous aider à en comprendre l'origine et l'héritage. En restant en Égypte, un indice significatif pourrait se trouver à Edfou, sur la rive occidentale du Nil, au cœur de la Haute-Égypte. Ici se dresse un splendide temple dédié au dieu Horus, le dieu faucon, l'une des divinités les plus importantes vénérées du panthéon égyptien. Ce temple, avec ses inscriptions et ses mythes, pourrait renfermer des fragments d'une histoire plus ancienne et profonde qui nous rapproche d'une meilleure compréhension de cette culture énigmatique. C'est un temple relativement jeune, de l'époque ptolémaïque, donc nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est un temple qui, comme nous le racontent, les textes même d'Edfou a été construit sur un autre temple, qui lui-même a été construit sur un autre temple, qui a encore été construit sur un autre temple. Parce qu'on avait l'habitude de construire certains types de monuments sacrés toujours au même endroit, car cet endroit avait été désigné par les dieux primordiaux, donc par les dieux originels. Sur les murs intérieurs du temple d'Edfou, il y a des inscriptions en hiéroglyphes gravées sur les parois. Les parties les plus importantes d'une cosmogonie, donc d'une histoire, disons, de la genèse de la civilisation égyptienne, qui ont été recopiées lorsqu'ils ont construit ce temple. Donc nous parlons de l'époque ptolémaïque, donc d'une époque extrêmement récente, à partir de livres qui probablement tombaient déjà en morceaux, n'est-ce pas ? Donc plutôt que de les perdre, ils les ont écrits à l'intérieur. Il me vient à l'esprit que nous sommes à peu près à l'époque, il faudrait vérifier, de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, donc peut-être que cela a aussi un rapport avec ça. Les livres de Platon, ceux que Sonsis avait promis de montrer à Solon, se trouvaient sûrement dans la bibliothèque d'Alexandrie. Ou alors ils étaient dans un temple, ou bien c'est une structure de type sacerdotal à Saïs, près d'Alexandrie.
Qu'est-ce qui est écrit sur ces textes d'Edfu? Il est écrit que les dieux primordiaux, donc les fondateurs de l'Égypte, sont arrivés en Égypte depuis une île située à l'ouest, dans l'océan, l'île des dieux où la première civilisation est née, une île qui avait créé des colonies dans le monde entier, y compris en Égypte. Donc l'Égypte était une colonie de cette île, de cette civilisation des dieux, de cette île au milieu de l'Atlantique. Et cette île avait été détruite lors d'un grand cataclysme provoqué par des armes. Et les survivants, les divinités survivantes de ce cataclysme qui détruisit l'île des dieux, retournèrent dans la colonie égyptienne qui avait été épargnée par ce cataclysme. C'est aussi ce que nous dit Son 6 dans le Timée, pour refonder le monde qui avait été détruit. Quand sont-ils arrivés dans ces régions ? Ils sont arrivés exactement à la fin du Dryas récent, donc après le grand cataclysme cosmique qui a détruit la civilisation qui existait avant nous. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans les textes de Hetfield? Dans les textes de Hetfield, il est écrit que l'Égypte était une colonie atlante, d'Atlantide, ce qui est également écrit dans le Timée. Et il est écrit que la civilisation égyptienne a été refondée par les survivants atlantes qui, après le cataclysme, sont revenus sous la conduite de Thoth dans la plaine égyptienne et ont dicté les règles de la civilisation qui devaient être refondée. Ils ont identifié où construire les monuments sacrés qu'ils appelaient les buttes primordiales, et parmi ces buttes primordiales, parmi ces tumuli primordiaux, il y en avait un qui était appelé le Grand Tumulus et qui se trouvait sur les rives d'un grand fleuve. Qui sait quel était ce Grand Tumulus sur les rives d'un grand fleuve? Dans les textes de Hetford, il est également question de la technologie. Il y a une référence claire à la technologie atlante, et cette référence a un lien à une ligne très solide et directe. La technologie dont je vous ai parlé, celle de la Grande Pyramide. Eux, ils l'appelaient l'œil du son. Nous, aujourd'hui, nous l'appelons l'œil d'Horus. Mais c'est la même chose. L'origine du symbole de l'œil d'Horus s'appelle Olin, et c'est un symbole sacré mésoaméricain qui signifie mouvement. Vibration. Le Verbe était avec Dieu et Dieu était le Verbe. Le son sacré de l'homme. Dans toutes les religions, on dit que la vibration est la physique du Créateur. Mais ceci est une autre histoire fascinante qui nous conduira à une époque lointaine et oubliée, et que, grâce au travail de Massimiliano Caranzano, nous aurons l'occasion d'approfondir dans une prochaine vidéo incontournable qui, nous en sommes certains, captivera votre intérêt. Arrivé au terme de ce voyage passionnant, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens pour explorer plus en profondeur la recherche de Massimiliano Caranzano, et, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine histoire.